Que la paix soit sur toi. Bienvenue sur Muslim Makers, le podcast incontournable pour découvrir et t'inspirer des acteurs musulmans francophones. À travers leurs expériences, nous explorons des trajectoires uniques qui nous ouvrent de nouveaux horizons et nous encouragent à développer notre plein potentiel tout en restant fidèles à nos valeurs. J'essaye pour ma part d'être toujours honnête intellectuellement. Et cette exigence d'honnêteté intellectuelle fait que je dénonce les choses d'où qu'elles viennent. D'où qu'elles viennent. Et c'est pour moi, cette exigence elle est d'autant plus forte qu'elle m'assure une crédibilité quand je m'exprime. Je ne suis pas là pour défendre un camp parce que ce serait mon camp. Je suis là pour défendre des principes et pour dénoncer les atteintes à ces principes. C'est pas la même chose. Pour ne rien manquer, abonne-toi à notre newsletter, suis-nous sur Instagram et rejoins notre communauté sur Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Hosni. Wa alaykoum salam, wa barakatuh. Comment vas-tu? Alhamdulillah, ça va bien et toi? Ça va très bien. On se disait juste avant une semaine super chargée là de ton côté. Ouais, complètement. Ouais. Et c'est une semaine chargée, suite à une autre semaine chargée, qui annonce encore une autre semaine chargée. C'est ça. On va dire, oui, j'attends que ça se calme un peu pendant les vacances judiciaires, mais en ce moment, oui, c'est Ouais. très chargé, alhamdulillah. Les vacances judiciaires, c'est quand? Bah, c'est les vacances de Noël, Ok. mais j'ai déjà des audiences de prévues, mais on va gérer. On va gérer. Ouais. Et les vacances judiciaires, ça représente quoi en fait? Parce que si t'as des Bah, audiences. bon, en fait, il y a moins d'audiences. Et ce qui se passe, c'est que pendant les vacances judiciaires, les juges qui assurent les audiences qu'il y a sont pas les juges habituels. Parfois, c'est ce qu'on appelle les juges de permanence. Ce qui veut dire que des fois, on a des juges qui sont pas forcément au fait de la matière sur laquelle ils vont être interrogés juridiquement. Et donc, ça suppose, pas systématiquement, mais ça m'est déjà arrivé, je suis pas seul, de devoir faire preuve de plus de pédagogie juridique Ouais. par rapport à certaines décisions, sans rentrer trop dans les détails. Mais voilà. D'accord. Et c'est qu'une fois par an, les vacances judiciaires? Non, c'est à chaque fois qu'il y a des vacances, donc vacances de Noël, surtout les vacances d'été. Il y a ce qu'on appelle le système des vacations, donc avec des juges de permanence, etc. Alors cette année, avec les Jeux Olympiques, c'était un peu différent puisque on s'attendait à une explosion du contentieux. Donc que ce soit la police, les magistrats, mais aussi les barreaux, ont fait en sorte qu'il y ait suffisamment d'audience qui soient gérées pendant les vacances d'été. Et ceux qui sont pas partis en vacances cet été sont partis en vacances en septembre ou en octobre. Voilà. D'accord. Ok. Et en tant que client ou que quelqu'un accusé, est-ce qu'il y a un intérêt ou un autre d'être voilà, sur le banc des accusés pendant les vacances judiciaires ou non? Bah déjà, on n'a qu'un intérêt à être accusé, par principe. Mais si jamais ça arrive, c'est mieux de passer avec le juge habituel que de passer avec un juge qui n'a pas forcément l'habitude. Je pense notamment pour les audiences devant les juges des libertés et de la détention, où certains juges sont un peu plus frileux à faire sortir des personnes parce que c'est pas elles qui auraient géré le dossier habituellement. Ouais. Et on sait qu'il faut faire preuve d'un peu plus de sens de la conviction pour aboutir à ce genre de résultat. Mais en dehors de ça, même avec certains juges et magistrats, ils estiment que les clients, pour ceux qui sont incarcérés, n'ont pas à sortir, ou pour ceux qui sont en situation irrégulière, n'ont pas à être libérés sur des motifs qui peuvent être des vices de procédure ou autres. Bon, c'est pas trop une matière que je pratique, mais c'est des souvenirs que j'ai de quelques procédures que j'ai eues à l'époque. Et effectivement, on est toujours un peu plus attentif à la manière que le juge a de comprendre ce qu'on soumet à sa sagacité en période de vacation. Ok. J'aurais pensé le contraire, tu vois. Je me serais dit que un juge qui est là temporairement, il prendrait pas trop de risques à enfermer quelqu'un. Mais Ah bah oui, alors ça c'est le raisonnement qui devrait être la règle, c'est-à-dire que si on part du principe que le principe c'est la liberté et l'incarcération c'est l'exception, tu as absolument raison. Sauf que la réalité aujourd'hui démontre le contraire. Quand on dépose une demande de mise en liberté et qu'elle tombe sur le bureau d'un juge d'instruction qui est en vacances, c'est le juge de permanence qui va prendre connaissance. Ils prennent jamais le risque de faire sortir quelqu'un qui n'est pas de son dossier, de peur
de perturber la stratégie du magistrat instructeur. Donc, les magistrats sont plutôt frileux. Voilà. Ouais. Sauf si le magistrat qui part en vacances a laissé des consignes. Bon. Mais en dehors de ces cas-là, non. Non, 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 non. D'accord. Malheureusement, la logique n'est pas toujours respectée. Ok, bon, c'est bon à savoir. Encore, on l'aura compris, Hosni, tu es avocat, avocat en droit de la presse, Ouais. qui est, si j'ai bien compris, une branche du droit pénal, ou séparé du droit pénal. On peut considérer que c'est une branche du droit pénal. En fait, le droit de la presse se divise en... C'est l'une des subtilités ou des différences de cette matière par rapport à d'autres. On peut attaquer sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, donc pour tout ce qui est atteinte ou abus de la liberté d'expression, à la fois sur le terrain pénal, ce qui aboutit à des condamnations pénales pour des faits de diffamation ou d'injure, par exemple, mais aussi on peut attaquer sur le terrain civil. Donc, c'est deux méthodes de saisine du tribunal qui sont différentes. Et en fait, c'est la même chambre qui va statuer, c'est la 17e chambre à Paris, en tout cas quand on est à Paris, qui statuera soit dans sa formation civile, soit dans sa formation pénale, sur la base de la même loi. Sachant que si on est sur le civil, on est condamné à une amende civile, et si on est au pénal, on est condamné à une amende pénale, et éventuellement, on a une mention sur son casier judiciaire. Donc, c'est la... Quelle est la différence, lui, toi? Je suis pas très connaisseur par rapport à ce domaine-là, la différence entre le droit civil et le droit pénal. Alors, le droit civil, par nature, c'est la matière qui, comme son nom l'indique, va régir les relations entre les civils, c'est-à-dire entre les personnalités physiques, Mhm. mais aussi les personnalités morales non publiques, c'est-à-dire une société, une association, par exemple. Le droit pénal, c'est une matière qui a pour vocation de ce qu'on appelle une matière répressive, qui a pour objectif de sanctionner les manquements au code pénal. Mhm. Et donc, quand on commet des infractions, des délits, des crimes, il y a forcément une procédure pénale qui est enclenchée, théoriquement. Hein. Il y a aussi beaucoup de classements sans suite, on pourra en reparler. Et en réalité, le code pénal et le droit pénal a pour but de sanctionner les atteintes aux biens et aux personnes qui sont répertoriées de façon stricte dans le code pénal. En matière civile, c'est autre chose. Et puis, il y a une autre matière du droit, on en est à la summa divisio juridique, c'est le droit public qui, elle, va régir les relations entre les administrations de façon générale et les administrés. Donc, si je ne suis pas d'accord avec une décision de la ville, de la région, du département, de l'État, je peux toujours saisir le tribunal administratif pour en contester le fondement. Je sais pas, par exemple, un arrêté qui me fait interdiction d'exploiter une zone parce que ça conviendrait au plan local d'urbanisme, par exemple. C'est aussi un dossier que j'ai. On va aller sur le terrain pénal, mais il se peut aussi que enfin, ce qu'on reproche sur le terrain pénal, en l'occurrence du code de l'urbanisme, relève aussi d'une infraction au code pénal. En fait, il y a des infractions qui sont sanctionnées aussi bien sur le côté pénal, donc c'est pour ça qu'on parle Mhm. d'infraction, mais qui peuvent être aussi sanctionnés sur le terrain administratif. Donc, et voilà, parce que ça porte atteinte à une administration ou à une ville. Et c'est pour ça que on est parfois amené à travailler sur sur un même dossier, devant des juridictions différentes en fonction de la complexité du dossier. D'accord. D'accord. Donc, c'est différents types de droits et du coup, on peut avoir des peines partagées, donc liées à un droit ou à un autre, ou ça va être comment ça fonctionne? Bon, en général, comment ça se passe, par exemple, en matière de droit de l'urbanisme pour des PME qui exploiteraient un commerce sur un terrain qui ne prévoit pas ce genre de choses? Vous avez une sanction administrative avec un arrêté de fermeture, voire d'expulsion par moment. Et parce que vous avez exploité un terrain et que ça relève d'une violation du code de l'urbanisme qui est sanctionné pénalement, vous pouvez aussi être renvoyé devant le juge répressif qui peut vous condamner à une amende des fois, c'est des fortes amendes pour ne pas avoir respecté des Mhm. dispositions pénales du code de l'urbanisme. Ok. D'accord. Et donc, quand par exemple quelqu'un porte plainte, disons pour ce cas-là, il va devoir spécifier à chaque fois enfin, les différentes lois sur lesquelles il porte plainte, ou bien c'est quelque chose de général et c'est automatiquement. Non, non, non. Alors, en l'occurrence, c'est quel cas, c'est forcément une administration, puisque c'est le code de l'urbanisme qui relève de l'autorité, euh, pour la plupart du temps, des villes. On parle du PLU, hein, du plan local d'urbanisme.
Et donc, c'est la ville qui se plaint, qui dépose pas contre les mains du procureur, mais qui peut aussi demander, qui peut prendre un arrêté municipal ou qui peut aussi demander au préfet, dans certains cas, d'intervenir. Et là, on aura un arrêté préfectoral qu'on peut contester devant le tribunal administratif. D'accord. Ok. Donc, à chaque fois, en fait, le tribunal administratif, il va régler les relations entre les administrations de façon générale et les administrés ou les usagers du service public. Le droit civil, il va gérer les relations entre des citoyens ou des personnes physiques et morales qui ne sont pas des personnes publiques. Et le droit pénal, il peut aussi sanctionner une puissance publique s'il y a eu des abus, par exemple, mais à travers leurs représentants. Ça peut être les élus, ça peut être un certain nombre de personnes. Mais en tout cas, le droit pénal, lui, vient sanctionner toutes les infractions. Donc les plus simples, des délits jusqu'au crime, donc on retrouve devant les cours d'assises où je suis de temps en temps. D'accord. Merci beaucoup pour cette petite présentation, cette petite masterclass, ce petit cours. J'aimerais comprendre vraiment qu'on rentre un peu dans ta spécialité. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à devenir avocat? Qu'est-ce qui t'a motivé? Dans quel contexte tu as grandi aussi pour en arriver là? Bon, moi, je suis un enfant issu d'immigration, hein, c'est-à-dire que je suis né à Tunis, D'accord. mais mes parents étaient déjà installés en France, en tout cas ma mère depuis pas très longtemps, puisqu'elle avait rejoint mon père. Et comme ma mère était l'aînée et qu'elle n'avait pas d'autres membres de sa famille en France, et que j'étais son premier enfant, moi-même, enfin donc je suis l'aîné d'une aînée, elle a décidé que ce serait plus simple pour elle d'être entourée de sa famille au moment de l'accouchement. Donc elle est rentrée sur Tunis et donc je suis né à Tunis. Et je suis resté quelques mois à Tunis avant de revenir en France. Donc je crois que j'ai fait mes 9 premiers mois de vie en Tunisie. Après, j'y allais assez régulièrement, mais j'ai grandi dans le 94, voilà, dans une cité populaire, comme on dit. Et comme beaucoup de Tunisiens de ma génération, avec des parents qui avaient grandi en Tunisie, on avait, euh, on avait la culture de l'importance de l'école. Donc, pour mes parents, il fallait absolument que je sois bon à l'école. Mon père, et voilà, il avait arrêté ses études parce que son père n'avait pas les moyens de lui payer ses études. Et il m'a dit, bon, écoute, moi, j'ai dû arrêter parce que c'était compliqué, mais toi, tu n'as pas d'excuse, que tu n'as pas d'autre choix que de réussir. Donc, grosse pression quand même sur les épaules. Parce qu'en fait, je suis parti dans un domaine où je ne connaissais personne. Je connaissais pas d'avocat, je connaissais pas de jury, je connaissais encore moins de magistrat. Euh, j'avais jamais été confronté à un service juridique de ma vie. En réalité, jusqu'à la terminale, je voulais être médecin. Pour la simple et bonne raison que je voulais soigner ma famille. C'était vraiment des trucs d'enfant que j'ai gardés longtemps. Sauf qu'en terminale, j'avais une prof de maths qui était super dure, vraiment super dure. Et je me suis dit, bon, médecine, je connaissais rien non plus, mais je voulais faire médecine. Je pensais qu'il fallait être super bon en maths pour faire médecine, alors qu'en fait, pas forcément, mais c'est pas très grave. Et je me suis dit, bon, en regardant une fois une série américaine à la télé, j'ai vu, ça s'appelait Matlock, Ok. et j'ai vu un avocat qui défendait un homme noir aux États-Unis accusé du meurtre d'une femme blanche. Ok. Et il a fait un effet de manche que je qualifierais de tout pourri aujourd'hui, mais qui à l'époque m'avait impressionné, où il disait oui, je vais vous prouver que cet homme n'a pas pu tuer cette femme. La preuve, elle va rentrer dans 5 secondes. Et là, tout le monde se retourne pour voir cette femme arriver et personne ne vient. Et il se regarde le tribunal, il dit, vous aurez remarqué que même mon client s'est retourné pour la voir arriver. C'est dire qu'il sait qu'elle n'est pas morte. Et là, je dis, ouais, c'est nul. Mais quand t'es jeune et que tu connais rien, que t'as 17 ans, que tu regardes la télé, je te dis, mais c'est stylé, il l'a sauvé et tout, il a trouvé une solution. Bon, c'était surtout ça, en fait, qui m'intéressait, c'était de trouver des solutions. Et bon, dans le film, ça avait suffi pour apporter la conviction du jury populaire. Moi, ça m'a décidé à devenir avocat en me disant, bah, écoute, en fait, c'est bien avocat. J'étais, il faut le dire, dans une idée de prestige, c'est-à-dire que médecin, c'est un métier prestigieux qui faisait la fierté de ma famille. Je pouvais pas changer pour un truc qui ferait pas plaisir à ma famille, parce que j'avais vraiment cette pression-là. Oui. Donc, je me suis dit, ouais, avocat, c'est bien. Donc, je suis parti là-dessus. Je savais que j'étais pas trop mauvais en force de conviction. J'ai toujours été très, très bon à l'oral, très à l'aise à l'oral. Mhm. Donc, ça s'est fait naturellement comme ça. D'accord.
Et est-ce que tu pensais être à l'aise à l'oral et la réalité quand tu as rejoint les études et le banc enfin, l'université, est-ce que tu étais aligné? Parce que souvent, quand on est issu comme tu dis, du quartier populaire, on n'a pas forcément droit à la même exposition littéraire, à la même exposition à l'enseignement que d'autres personnes. Est-ce que ça t'a porté préjudice? Non, parce que en fait, la chance que j'ai vue, c'est que j'avais des parents qui lisaient. D'accord. Euh, donc, je dis pas que j'avais la culture de quelqu'un qui allait intégrer Sciences Po, c'est pas vrai. Mais j'étais très, très attiré par la lecture, ce qui est plus le cas des jeunes générations aujourd'hui, hein. Moi, je le vois avec mes enfants, c'est un défi, la lecture. Et en fait, je squattais la bibliothèque municipale de ma ville. Il se Mhm. trouve que ma voisine, avec qui je suis toujours en contact d'ailleurs, voilà, qui est retraitée maintenant, mais on avait voisine au deuxième étage dans mon quartier, qui est devenue plus tard la directrice, qui travaillait dans la bibliothèque municipale, et qui ensuite on est devenue la directrice, et qui nous amenait des livres à la maison. Et mon père m'emmenait à la bibliothèque. C'est-à-dire que je partais avec mon père à la bibliothèque, donc j'ai lu plein de livres. Donc je dis pas que j'ai lu les livres qu'il faut, les 50 livres qu'il fallait absolument lire pour avoir la bonne culture G, pour réussir le concours de Sciences Po. Ça, j'y pensais même pas. Pour moi, c'était un impensé. Mais j'avais cette appétence pour la lecture, j'avais cette appétence pour la culture. Je sortais d'un bac scientifique, hein, en Mhm. terminale, dans un très bon lycée, qui était de secteur, mais moi, j'en savais rien. Hein. C'était vraiment, j'y étais parce que c'était sectorisé, point barre, c'était dans la ville d'à côté, à Mhm. Fresnes, dans le 94, faut pas la nommer, donc le lycée Frédéric Mistral. Et ensuite, moi, quand j'ai eu mon bac de justesse, mais je l'ai eu, et que je voulais faire du droit, j'étais tout de suite affecté à la fac de Sceaux. S'il y avait eu Parcoursup, j'aurais jamais fait de droit, par exemple. Donc, la difficulté, elle est venue par moment quand on n'a pas les codes. Mhm. On n'a pas les codes. Et elle est née aussi, il faut le dire, de l'image qu'on avait des Maghrébins. Moi, j'ai l'impression, bon, j'ai 50 ans aujourd'hui, que j'étais un petit peu toujours le premier. Alors, j'étais l'aîné, donc j'ai suivi les plâtres pour mes frères et sœurs qui étaient derrière. Il y en a le quatre derrière. Et à la fac, on n'était pas beaucoup de Maghrébins. On n'était pas beaucoup de Maghrébins, donc et les quelques Maghrébins qu'il y avait, on était vraiment une petite minorité, quoi. Mhm. Alors qu'aujourd'hui, dans les facs, ça a beaucoup changé, hein. Oui. Et donc, je me rappelle qu'en deuxième année, la secrétaire du doyen, j'avais redoublé ma deuxième année, j'étais boursier, et quand on redoublait à l'époque, on perdait sa bourse. Ouais. Ce qui est plus forcément le cas aujourd'hui. Et ce qui s'est passé, c'est que, bah, en fait, je m'étais fait saquer par une chargée de travaux dirigés, dont je tairai le nom, mais je sais qu'elle est prof à la fac, dans une autre fac aujourd'hui. J'avais respecté en fait sa méthodologie pour ce qu'on appelle les commentaires d'arrêt. J'étais en deuxième année. Ma première année, je l'ai cartonné, il n'y a pas eu de difficulté. La deuxième année, bon, je traînais trop avec des potes, on rigolait un peu trop, donc mais je voulais bosser juste ce qu'il fallait pour passer. J'avais pas du tout la conscience de la nécessité d'avoir une mention, etc. Et quand j'avais participé à l'oral pour donner la correction du commentaire d'arrêt, elle avait décidé que j'avais triché et que j'avais pompé sur la correction de l'année d'avant alors que j'avais juste appliqué sa méthode. Et du coup, elle m'a saqué toute l'année. Et j'ai raté mon année. J'étais à 9,80, un truc comme ça aux écrits. À l'époque, c'était admissibilité, admission. Donc, on ne passait les euros que si on avait eu la moyenne aux écrits. Et donc, j'ai même pas eu la moyenne aux écrits. Et elle m'avait cassé ma note. Et quand j'étais parti voir la secrétaire du doyen pour me plaindre, je dis, écoutez, je vais voir ma copie, je comprends pas. Je connais ma note de partiel, ça correspond pas. En fait, elle m'avait cassé ma note de TD. La note de travaux dirigés comptait pour un tiers sur la note globale, en fait. Il y avait deux tiers pour les partiels et un tiers pour les travaux dirigés. Donc, elle avait cassé ma note, ce qui fait que j'étais juste en dessous. Et j'étais parti voir la secrétaire du doyen, accompagné d'une amie tunisienne qui est avocate aujourd'hui aussi. Et quand je suis parti pour me plaindre, elle me dit non, peut-être que vous avez bien fait les calculs. Je suis écoutez, madame, j'ai fait un bac scientifique, je sais faire une règle de 3, je vous assure, ça colle pas avec ce que j'ai. Et en fait, quand elle a vu que j'avais raison par rapport aux notes que moi je présentais et que je pensais avoir, elle m'a dit, ah, mais je peux vous suggérer quelque chose? Je lui dis oui. Pourquoi vous changez pas d'études? Ah ouais. Donc, elle me balance ça comme ça en pleine face. Et moi, j'étais, enfin, voilà, j'étais jeune, j'étais vulnérable et tout. Et je l'ai regardé hyper déterminé. Et je lui ai dit, madame, il y a des gens qui m'attendent. Je sais que je vais y arriver, avec ou sans vous. Et je suis parti, j'ai redoublé mon année, j'étais pas bien. Et j'avais essayé de bosser, mais j'étais tellement démoralisé pour les rattrapages de septembre que j'ai pas réussi à bosser correctement.
Donc j'ai redoublé ma deuxième année et je l'ai cartonné ensuite. Et la leçon, la morale de l'histoire, parce que j'avais raconté ça à mon père qui m'expliquait pourquoi, il m'a dit, bah, ça t'apprendra, la prochaine fois tu useras 14, comme ça, même si on baisse ta note, tu seras toujours au-dessus de la moyenne. Ouais. Voilà. Et après, bah ouais, bah, je me suis mis à miser la mention bien. C'est là que la nécessité de la mention bien est arrivée. C'était pas pour avoir les meilleurs troisième cycles ou ceci, cela. C'était juste pour être sûr que si on me saquait, je restais toujours au-dessus de la moyenne. Et au niveau de la spécialisation, donc toi, tu t'es spécialisé en droit de la presse. Ça arrivait comment? Complètement par hasard, parce que c'était pas du tout ce que j'avais étudié à la fac. Le droit de la presse, c'est arrivé parce que j'avais eu un dossier en 2013, je crois, 2013 ou 2014. Il y a eu des agressions qualifiées d'islamophobes à Argenteuil dans le 95. Mhm. Et donc j'étais intervenu à la demande des clients qui étaient en contact avec une association qui a été dissoute depuis, qui a une coordination contre le racisme et l'islamophobie. Donc je n'étais pas l'avocat, mais qui m'avait demandé d'intervenir sur le dossier. Donc j'ai été, et en fait, en l'espace de quelques semaines à Argenteuil, il y a eu beaucoup d'agressions de femmes voilées. On savait pas trop le contexte, etc. Donc bon, l'enquête était censée le déterminer. Et il y a donc la fameuse affaire Rabia Bento, euh, qui a fait parler après. Pourquoi? Parce que bon, on avait été reçu par un Manuel Valls, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, pour expliquer, voilà. Donc moi après, je expliquais que j'ai défendu mes clients, etc., etc. Et à un moment donné, Caroline Fourest fait une chronique sur France Culture, je crois, où elle tient des propos qui sont, à mon sens, diffamatoires, qui plaisent pas du tout à ma cliente, qui était mineure. Moi, j'étais en contact avec son papa à l'époque. Et on décide de déposer plainte pour diffamation. Donc moi, c'était mon premier dossier. Je travaille ce dossier avec une consoeur qui est une camarade de fac, qui était dans un cabinet qui faisait beaucoup de droit de la presse, aussi droit à l'image. Ils défendent beaucoup des artistes, des people, ce genre de choses. Gigi, est-ce que tu peux rappeler rapidement, parce que je me rends compte qu'on n'a pas défini qu'est-ce qu'est le droit de la presse, pour ceux qui connaissent pas. Ah bah oui, alors le droit de la presse, c'est la loi en fait du 29 juillet 1881 qui a été remaniée à plusieurs reprises, qui est là pour sanctionner les abus de la liberté d'expression. Donc, que ce soit de la diffamation, de l'injure à caractère racial, de l'incitation à la haine, par exemple. Donc, il faut faire très attention hein, aux définitions qu'on donne dans le cadre de la procédure. Et en fait, tous les abus de la liberté d'expression, sachant que la liberté d'expression est très importante en France, mais il y a des limites. Voilà. Donc, c'est l'article 29, 30, 31, etc. de la loi du 29 juillet 1881, j'y arrive, qu'on vient sanctionner. D'ailleurs, demain, je suis devant la 17e chambre correctionnelle contre Marine Le Pen pour des achats à caractère raciste. Voilà, contre une de mes clientes. Voilà, j'y serai vendredi aussi prochain. Cette fois-ci contre un imam, un ancien imam, qui a diffamé et injurié une mosquée sur le minbar pendant un prêche du vendredi. Voilà, après, j'ai toutes sortes de clients hein, aujourd'hui, mais à l'époque, mon premier dossier, donc c'est Caroline Fourest. Et Et quand tu éclaires les droits de la presse, donc ouais, désolé de t'interrompre, mais ça a forcément quelque chose qui va t'amener dans la presse, dans un média, ou ça peut être n'importe quoi, quelque chose d'oral. en fait, le droit de la presse, c'est toute publication écrite, Ouais. euh, euh, audio, audiovisuelle. Dès lors Enregistré que du c'est coup. publié, dès lors que c'est publié. Alors, il y a deux. Alors, déjà, on va distinguer entre les atteintes privées au public. Privé, c'est je t'envoie un mail en t'insultant, c'est une injure privée. Je t'envoie un mail en t'insultant, mais dans le mail, je mets plusieurs personnes qui n'ont pas forcément d'intérêt entre elles, mais ça donne un caractère public. Donc ça devient, là, on passe d'un délit à quelque chose de plus important. Donc on passe du tribunal de police au tribunal correctionnel avec le jeu classique enfin, le plus courant en matière d'atteinte on s'appelle à l'honneur ou à la considération, c'est le terme de la loi, d'une personne.
Donc, ça peut être un article de presse, ça peut être une publication sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux. Dès lors que les propos sont injurieux, et j'ai une procédure aussi euh, qui pour cyberharcèlement où je défends une artiste qui se fait harceler par une femme qui est, on va dire une fan déçue, on va dire ça comme ça, qui est clairement dans ce qu'on appelle du cyberharcèlement. Donc le droit de la presse, vraiment, ça va sanctionner tout abus de la liberté d'expression au niveau des publications, qu'elles soient privées ou publiques, la plupart du temps publiques. Et bien évidemment, plus le message est public, plus l'impact est grand. Oui. Et à partir de là, ça nécessite effectivement voilà, il y a des habitués de la 17e chambre. Je pense à Zemmour, je pense à Idriss Aberkane, qui poursuit souvent des gens. Moi, à chaque fois que j'y vais, j'entends ce genre de nom-là. Et voilà, après, c'est pas forcément moi qui suis en face, mais c'est des noms qu'on entend souvent de gens qui sont des personnalités publiques et qui décident, parce qu'ils en ont les moyens et qu'ils considèrent qu'on a porté atteinte à leur honneur et à leur considération, de poursuivre les personnes qui tiennent des propos qu'ils considèrent comme attentat de fin à leur honneur ou à leur considération. Et du coup, si on enregistre nous-mêmes une conversation, quelque chose, ça rentre dans ce cadre-là ou pas forcément? Si l'autre n'est pas au Alors, courant. non, en fait, ça rentre dans ce cadre-là si on diffuse au public ce qui est dit. Mais si dans le cadre de notre conversation, je tiens des propos soit diffamatoires, soit injurieux, bon, ça sera un délit, ça se juge devant un tribunal de police. En jeu, c'est pas grand-chose en termes d'amende. Donc en général, les gens n'y vont pas. Mais en revanche, des réunions publiques, c'est déjà arrivé. J'ai déjà eu un dossier il y a quelques années. Dans le cadre d'une réunion publique, une sociologue avait critiqué très vertement une autre sociologue qui travaillait un petit peu dans son domaine de recherche. Et il y avait un enregistrement, et ensuite ça a été dit devant des personnes, devant un public, donc on a considéré que c'était public. Voilà. Donc D'accord. c'est pas forcément des choses qui sont sur les réseaux, mais ça peut être aussi dans le cadre d'une réunion publique, dès lors qu'on a la preuve, pardon, de ce qui a été dit. Ok, ok. Bah, du coup, je te laisse reprendre ton histoire avec Karine Forest. Oui, effectivement. Donc ce qui se passe, c'est que on est en 2013-2014, Caroline Fourest donc tient le propos, on attaque au civil. Donc, et comme je disais tout à l'heure, on peut attaquer soit au civil par le biais d'une assignation, soit au pénal par le biais pardon, d'une plainte devant le doyen des juges d'instruction, une plainte avec constitution de partie civile. Et on gagne en première instance contre Caroline Fourest. Elle est reconnue coupable de diffamation. Et l'affaire devient nationale quand Émeric Caron, invité, enfin chroniqueur à l'époque chez Laurent Ruquier dans On n'est pas couché, reçoit Caroline Fourest et évoque cette affaire. Et Caroline Fourest ment en disant qu'elle avait gagné, sauf que il n'y avait toujours pas de décision qui avait été rendue. Et là, ça a été un pataquès parce que elle disait non, mais en fait, ils n'avaient pas interrompu la prescription. Voilà. Et en fait, ça avait fait un pataquès pendant 15 jours. Les gens ne parlaient que de ça. Et en fait, les gens avaient juste oublié qu'au milieu de tout ça, il y avait une jeune fille qui était mineure à l'époque des faits, qui s'en est pris plein la tête, qui avait déjà été agressée une première fois, c'est comme ça que je l'ai connue, qui se fait, voilà, l'affaire devient politique, et donc dépasse son propre cas. Et tout le monde a oublié qu'il y avait un enfant, en fait. C'était un mineur qui était au milieu de tout ça. Et, et pourtant, la France, elle a ratifié, par exemple, la Convention de New York, qui dit qu'en toutes circonstances, quelles que soient les instances, euh, publiques ou privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit toujours, le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant est primordial. Mais là, on l'avait complètement oublié parce que il y avait une sorte de petite musique déjà autour de la communauté musulmane et de l'entrisme de certains et voilà, et que pour certains le hijab c'est le cheval de Troie des frères musulmans, enfin ce genre de considération, ce qui fait que ça en a politisé ça avec un contexte qui est parfaitement défavorable. Et en fait, c'est devenu une querelle entre Émeric Caron et Caroline Forest. Et finalement, la décision elle a été rendue en cour d'appel plus tard. La cour d'appel a reconnu qu'effectivement, nous n'avions pas interrompu la prescription, indépendamment de notre volonté en réalité, mais ça, personne ne nous a jamais demandé notre avis sur ce qui s'était passé. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'était une sacrée entrée en matière, puisque ça restait mon premier dossier.
et que ça faisait en plus. Ah ouais, en fait, Ruquier avait dit qu'il ne l'inviterait plus. Et Ouais. effectivement, il l'a plus jamais invité. Ouais. Je me souviens, ça a fait le buzz, cette histoire, et je connaissais pas l'histoire, mais je sais que, je vois comme tu le dis. Ouais, c'est fou parce que en réalité, enfin, moi, je défendais une jeune qui avait rien demandé, quoi. Et enfin voilà, je me rappelle qu'elle expliquait que ils avaient fait une interview sur un site musulman et que comment dirais-je, qu'est-ce qu'elle avait dit? Oui, que le père n'arrêtait pas de lui couper la parole et qu'en fait, elle était instrumentalisée par son père et qu'elle avait attendu que son père vienne pour déposer plainte. Or tout ça c'était faux. Elle avait déposé plainte alors que son père était en vacances en Turquie et même dans l'interview, le papa dit non, mais de toute façon c'est elle qui a décidé. Et il lui coupe jamais la parole. Mais l'idée, c'était de donner l'impression d'une femme sous la maîtrise, sous le contrôle d'un homme, et que c'est forcément de l'instrumentalisation, et qu'il faut lutter contre le patriarcat, etc., avec toute une orée qui vient invoquer ou convoquer des représentations et des préjugés pour arrêter de faire preuve d'esprit critique. Et c'est ça qui est intéressant finalement dans le droit de la presse, et ce qui m'intéresse dans cette matière, c'est qu'on se retrouve au sujet des cœurs d'actualité, enfin au sujet de l'actualité, au sujet enfin, au cœur des sujets d'actualité. Et du coup, ça nous donne l'occasion de faire le tri entre le vrai et le faux, entre ce qui s'est vraiment passé. Et on réalise assez rapidement qu'en réalité, autour de l'actualité et des informations, il y a des enjeux de société, des enjeux de pouvoir. Et c'est aussi une manière, finalement, de contribuer à la manifestation de la vérité et à mettre en avant ce qui s'est vraiment passé au-delà de l'instrumentalisation que les uns et les autres peuvent en faire. Oui. Et j'imagine que ce genre de cas similaires ont dû revenir à maintes reprises. Dans ton cas, pour toi, c'est révélateur c'est révélateur de quoi dans la mentalité française, je dirais, enfin, de ces personnes qui ont, je dirais, un esprit presque encore colonialisme dans la manière de voir les choses, comme tu dis, de vouloir montrer que chez les musulmans, il y a un patriarcat, cette pensée de la femme soumise. Qu'est-ce qui ça révèle Ah, selon toi? en fait, il y a, bon, c'est une question qui est très complexe, mais en réalité, euh, il y a du patriarcat chez les musulmans. Mais il n'y a pas du patriarcat, enfin, mais il n'y a pas du patriarcat que chez les musulmans. Et toute la difficulté, elle vient, selon moi, du fait que on doit distinguer entre ce qui relève de la liberté personnelle, puisque nous sommes en France dans une société occidentale, ce que je ne conteste évidemment pas, qui prône la liberté individuelle. Moi, je suis très attaché à la liberté individuelle. Quand on vient convoquer l'idée que c'est tout un système, sous-entendu ce système est contre nos valeurs, quand c'est pas dit explicitement, ça voudrait dire que une personne qui décide de porter le voile, par exemple, ou de l'enlever, diront certains de l'autre côté, en quelque sorte, le ferait que parce que c'est le fruit de tout un système contre lequel il faut lutter, parce que en tant que tel, il vient inférioriser la femme. Or, on sait que c'est beaucoup plus complexe que ça. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai souvenir d'une fille qui portait le hijab, je parle dans les années 80, hein, et tout le monde savait que c'était son père qui lui mettait la pression. Tout le monde savait. Tout le monde savait. C'était pas un sujet. Euh, mais ça ne veut pas dire pour autant que parce qu'il y a des gens, surtout en France aujourd'hui, ça existe encore. Je pense que ça existe encore, mais je ne connais pas de cas aujourd'hui, hein. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je n'en connais pas. Ça ne veut pas dire pour autant qu'une femme ne peut pas décider de le mettre, comme demain de l'enlever. Et d'ailleurs, bon, comme je disais tout à l'heure, j'ai 50 ans. Je pense que beaucoup des premières femmes que j'ai vues mettre le hijab quand j'avais une vingtaine d'années ne le portent plus aujourd'hui. Beaucoup, pas toutes, hein. Il y en a qui le portent, il y en a qui l'ont mis après, et peut-être qu'ils le remettront. Mais encore une fois, c'est leur choix. Là où on doit s'interroger, et la critique qui est faite par certains sur le port du hijab, c'est est-ce que finalement le port du hijab, c'est pas, comme je disais tout à l'heure, le cheval de Troie d'une doctrine qu'on considère aujourd'hui comme bannie du champ politique français, ou du champ social français pour être plus large, qui est la doctrine des frères musulmans, parce que les frères musulmans ont fait du hijab quelque part une sorte d'étendard, parce que à travers le port du hijab, on voyait une femme voilée, à travers ce voile, elle charrie toute une série de principes et de valeurs
que le simple fait de le porter va rappeler à celui qui va le voir. Et donc, ce serait une manière de faire un rappel, au sens, on va dire, islamique du terme, pour pas dire de la da'wa, à ceux qui ne le portent pas ou à ceux qui le voient. Donc, ça reviendrait en rentrer en clash avec la conception d'une liberté de croire ou de ne pas croire, etc., etc. De là où je suis en tant qu'avocat, si je n'exclus pas que dans l'esprit de certains, ça puisse être une manière de faire passer un message, je suis pas convaincu que c'est le cas de la plupart des femmes voilées que je croise dans ma vie. La majorité des femmes voilées que je croise veulent le mettre parce que elles sont dans un rapport à l'intime. Je vais te raconter une petite anecdote, j'en parlais à un ami cette semaine. Quand j'étais plus jeune en Tunisie, on disait que les filles qui voulaient se racheter en quelque sorte une réputation mettaient le hijab. Et je parle de la Tunisie des années 80, 90, avant, on va dire, l'arrivée des frères musulmans, du FIF en Algérie, tout ça, c'était lié, hein, ça a eu des conséquences aussi en Tunisie. Et en fait, l'idée, c'est que bon, une femme qui met le hijab, c'est peut-être quelque chose à se reprocher. Et donc, c'est pour essayer de se racheter une sorte de bonne réputation, etc., etc. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais c'était cette idée-là qu'il y avait. Ensuite, il y a eu une vague de voilement, entre guillemets. Et encore une fois, bien sûr qu'on peut pas exclure qu'il y ait un phénomène de mode. Moi, aujourd'hui, je parle avec des dirigeants d'associations qui me disent, on a des élèves qui viennent prendre des cours chez nous, elles font pas la prière, mais elles portent le hijab. Par exemple, elles font ce qu'elles veulent, encore une fois. Mais quand on leur demande pourquoi tu mets le hijab, on dit, parce que c'est ça la religion. Mais finalement, on se rend compte qu'elles savent pas ce que c'est la religion, mais qu'elles acceptent des codes de la religion. C'est pour ça que la question est très complexe. Moi, de là où je suis, j'ai une position très simple, et je me dis même trop facile. Déjà, je suis un homme, donc je suis pas concerné, premièrement. Autour de moi, dans mon entourage, il y en a qui le portent, il y en a qui le portent pas. Mais en tout état de cause, ça relève d'un choix qui doit être individuel. C'est-à-dire que une femme doit en autonomie, décider avec ce qu'on appelle une adhésion critique. Pour moi, il n'y a pas de réelle adhésion si ce n'est pas une adhésion critique. Savoir pourquoi elle le met, pourquoi elle le met pas. Ça ne doit pas être une contrainte. Mais des fois, la contrainte, elle est subtile. Il suffit de voir que chez les adolescents, ils veulent tous s'habiller pareil, etc., etc. Donc, il y a un effet de mimétisme, on cherche le sentiment d'appartenance. Donc, c'est très complexe de rentrer là-dedans. Mais en réalité, à chaque fois qu'on va parler du foulard, pour moi, on se détourne de la réalité, de l'essence des problèmes que nous avons à régler. Pour moi, le foulard, c'est souvent un outil de diversion. Et que les problèmes que nous avons à régler en tant que Français ou en tant que musulmans? En tant que citoyen, aujourd'hui, on sait très bien que on instrumentalise la question du foulard. Pour moi, elle est instrumentalisée politiquement. Pour moi, elle est instrumentalisée politiquement par les opposants, notamment, hein, mais pas que. Comme je disais, qu'il peut y avoir de l'instrumentalisation par ceux qui veulent que les femmes portent le hijab à tout prix, alors que j'estime qu'elles doivent le faire en conscience. Hein, c'est un principe coranique très connu, point de contrainte en religion. Donc, c'est-à-dire que chacun doit pouvoir se positionner par lui-même, par le biais d'un raisonnement personnel. C'est pour ça que je parle d'adhésion critique. Et si on veut pas le mettre, on est parfaitement libre de pas le mettre. Mais dans le sens inverse, considérer que systématiquement, le fait de mettre un foulard, c'est une forme de bras d'honneur à la République, etc., etc. Non, c'est pas nécessairement le cas. Et c'est très compliqué aujourd'hui pour certaines femmes de porter le foulard quand elles veulent faire carrière, au travail, etc., etc. Ce que tu veux, Je te laisse terminer, vas-y. sans compter les difficultés qu'on a parfois et par moment pour les mamans à qui on dit une fois vous avez le droit d'accompagner vos enfants pour les sorties scolaires, une fois non. Donc parce qu'il y a beaucoup de questions et en réalité ma conviction qui peut évoluer, hein, c'est que au-delà de l'instrumentalisation, on est dans des postures idéologiques et quand les gens se connaissent vraiment et qu'ils apprennent à se connaître, pour ne pas dire à s'apprivoiser, en fait on apaise des choses. Et à partir du moment où on apaise les choses et qu'on dialogue, sincèrement, en dehors de tout enjeu électoraliste,
on arrive à évoluer dans sa manière de voir les choses. Est-ce que toi, de ton point de vue, tu vois d'autres débats qui sont instrumentalisés autant ou même moins que le voile? Ah, bah, ça dépend des périodes, mais des fois, ça va être la viande halal, des fois, ça va être, en tout cas, pour ce qui concerne la communauté musulmane, hein, parce que des Même en débats de dehors, société, on a pas plein. forcément, pas forcément chez les Ah, musulmans. bah, c'est les débats de société actuels, hein. Aujourd'hui, moi, ce qui me préoccupe personnellement, hein, aujourd'hui, c'est la montée de l'extrême droite, clairement. C'est la montée des populismes, des nationalismes. On est dans une période, voilà, où voilà, le champ lexical est assez guerrier. Hein, quand on Ouais. écoute des chaînes d'information continue, à la fois parce que c'est vrai, il y a la guerre au Moyen-Orient, il y a la guerre en Russie, donc en Ukraine, donc c'est l'Europe. Il y a un début de course à l'armement. On a voilà des choses qui sont inquiétantes. Il y a la question écologique aussi, qui est très très inquiétante, le dérèglement climatique. Bon, il y a des climato-sceptiques et puis il y a aussi des gens qui se rendent compte que les choses évoluent. Et ma conviction, j'espère me tromper, hein, c'est que quelque part, la fonte du pôle Nord, ça intéresse pas mal de monde. Hein. Il suffit de regarder la carte du pôle Nord. Hein. C'est déjà divisé entre certains pays. Hein. Donc, je pense qu'à terme, ces pays peuvent aussi avoir intérêt à ce qu'on puisse faire des choses là-bas, exploiter des ressources naturelles, etc. Il y a toujours cette logique de l'enrichissement au détriment de la vie des autres. Donc, et on le voit, que ce soit, enfin, je veux dire, encore, quand je regarde à terme les conséquences du réchauffement climatique, c'est une catastrophe. Il y a des régions en Inde, par exemple, il va faire 50 degrés, hyper humide, 80% de taux d'humidité. Les gens ne pourront pas respirer. Ils vont forcément partir quelque part. Personne de vivre dans un hammam toute sa vie. Donc et pourtant, nous, on fait des choses, on fait des choses. Voilà, parce que comme la voiture électrique, ça me fait doucement rire. Pour moi, on a déplacé le problème. Hein, c'est très polluant, une batterie de voiture électrique. Mais sauf que comme on ne le voit pas, tout va bien. Donc voilà, quick question. Ça va être des questions, des enjeux sociétaux qui visent la société dans son ensemble. Et puis il y avoir Ouais. des enjeux qui sont plus, euh, on va dire, les ciblant des populations, à l'instar de la communauté musulmane, mais pour d'autres communautés ou d'autres populations. Ah oui, mais par exemple, quand tu parles de diversion, aujourd'hui, qu'est-ce qui est la plus grande menace pour nous? C'est pas le hijab en France. Alors là, ils vont dire non, mais c'est une question de principe. On a une civilisation, on a des principes de. D'accord. Mais à chaque fois qu'on rentre en période électorale, ça devient un sujet. Mais pour moi, c'est une manière de faire diversion parce qu'on sait. Bon, vous savez, la politique, c'est 2 temps. C'est Raffarin qui disait ça à l'époque. Il y a le temps de la campagne. Il faut dire ce qu'il faut, les gens ont besoin d'entendre pour qu'ils votent pour nous. Et puis après, il y a le temps de l'exercice du pouvoir. Euh, Bah, quand les gens sont en campagne, ils vont mobiliser des choses dont ils savent qu'elles peuvent leur apporter des voix. Peu importe le coût social, peu importe les relations entre les gens. Et c'est ça qui me pose problème. C'est pour ça que c'est des questions qui, pour moi, dès lors qu'elles touchent à des libertés fondamentales, ne doivent pas rentrer dans le jeu politique. Elle peut faire l'objet de débats de société, heureusement. Il faut que ça fasse l'objet de débats de société, et c'est tant mieux. Mais de là, les électoraliser, et ça marche dans l'autre sens. Hein. Quand je dis ce que je dis, ça marche aussi pour certaines villes qui instrumentalisent la question de la construction des mosquées pour s'attirer la voix des musulmans, par exemple. Là, c'est un Écoute, j'aimerais. Oui, mais bien sûr, mais c'est tout le temps. Moi, je défends pas mal d'associations musulmanes et comme par hasard, les permis de construire avancent au rythme électoral. Sauf que le besoin, en termes d'expression de la liberté fondamentale, il est permanent, d'une part. Que d'autre part, quand vous avez ce type de discours électoraliste, ben, les gens qui ont peur de vous parce qu'ils connaissent pas vraiment votre religion ou parce qu'ils vous aiment pas, mais ça c'est encore un autre débat. Mais les gens, on va dire, qui sont sincères et qui ne vous aiment pas, ou qui sont sincères ou qui ont peur de vous, plutôt, ils peuvent se dire, c'est quoi cette instrumentalisation? Moi, ça me fait peur d'avoir une mosquée à côté de moi, ça va faire chuter le prix de l'immobilier, par exemple. C'est des choses, c'est des phrases qu'on entend souvent. Donc, ça m'intéresse pas forcément. Alors qu'il faudrait, justement, comme en matière écologique, par exemple, euh, quand on installe des éoliennes, avant l'installation des éoliennes, il y a des études d'impact, on réunit, c'est une obligation légale, on réunit les citoyens, on leur explique le processus, etc. Et je trouve qu'on ne le fait pas suffisamment. Et c'est aussi
du point de vue de la communauté musulmane que je suis amené parfois à représenter à travers certaines associations. Alors beaucoup sont dans le dialogue interreligieux, etc. Mais dans certains cas, même si ça a beaucoup changé ces dernières années, je pense, n'ont pas intégré la nécessité d'aller rencontrer les gens, discuter avec eux, crever les abcès et faire en sorte de jouer un rôle de pacification. C'est ça, le rôle sociologique d'une religion, quelle qu'elle soit, à la base, c'est la pacification des rapports sociaux. Quand on dit salam, shalom, ou c'était la paix. Je veux dire, quand on rencontre quelqu'un qu'on lui souhaite la paix, le rôle sociologique d'une religion, indépendamment, je vais dire, de l'aspect spirituel, c'est la pacification des rapports sociaux. Et donc, on doit avoir ça en tête. Supposément, il y a du temps, de l'énergie, etc. Mais ne pas le faire coûte beaucoup plus cher que, que le coût que ça peut représenter d'essayer de le faire. D'accord. Est-ce que tu peux revenir sur le point que tu viens d'évoquer? Tu parlais d'activisme politique versus agir dans... Oui, enfin, il y a l'activisme politique, mais en fait, ce que je dénonce, c'est pas le fait de faire de la politique. Moi, j'ai pas de problème avec les gens qui font de la politique. Mhm. Je défends des élus, hein. C'est pas ça le problème. Ce que je déplore, c'est qu'on soit finalement, qu'on intervienne sur des questions politiques uniquement dans un enjeu électoraliste, Mhm. là où j'estime que il relève, et ça c'est le rôle de la société civile, Mhm. d'aller les uns vers les autres pour faire en sorte, surtout dans une période où on met en jeu finalement la concorde nationale. Hein. Je rappelle quand même hein, que, mais encore, enfin là on n'en parle plus trop, mais dans la bouche de certains, on parle de risque de guerre civile. Ouais. Ouais. Bon, c'est vrai, c'est pas vrai, mais le champ lexical est assez inquiétant. Donc, je pense qu'on a une responsabilité, et moi je le vois, beaucoup de gens le font. Ouais, des projets, je peux pas en parler, mais qui sont en train de se mettre en place, où ouais, en gros, il y aura des caravanes où les gens vont aller rencontrer d'autres personnes, et on va oublier les réseaux sociaux, on va oublier les chaînes d'information continue, on va se mettre face à face et on va se dire des choses. Mhm. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui manque. Et donc, moi, je connais des gens qui travaillent sur ces questions-là, que je salue, qui se reconnaîtront s'ils écoutent ce podcast, et je suis sûr qu'ils le feront. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Quelle est notre responsabilité pour faire du lien social entre nous? Et quelles sont nos marges de manœuvre? Et je pense qu'il y en a. Ce que tu dis, c'est donc le lien social. Selon toi, Oui. c'est primordial. Il y a aussi l'aspect politique, mais ne pas mêler les deux si possible. Moi, dès lors qu'il s'agit de liberté fondamentale, j'aime pas les riches. Parce que ça fragilise. Pourquoi ça fragilise? Parce que euh, les libertés fondamentales, comme leur nom l'indique, ça doit être le socle de notre société. Dès lors que l'on fait rentrer ce socle de notre société sur des libertés qui sont acquises, alors, sur lesquelles il n'y a pas a priori de remise en question théorique, j'entends. Euh, si on accepte systématiquement une politisation qui peut dériver sur du clientélisme, j'estime que le risque, c'est qu'on les fragilise et que, au lieu d'avoir quelque chose qui nous est bénéfique, ben, ça se retourne contre nous. Je vais vous donner un exemple très simple. C'est à l'époque la mosquée de Clichy-la-Garenne dans le 92. Et Clichy-la-Garenne, il y a quelques années, c'était la dernière ville de gauche des Hauts-de-Seine. D'accord? Et il y avait, à chaque fois, les élections municipales, ça se jouait à quelques mois après. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le maire de l'époque, que je ne citerai pas, qui était un maire de gauche, qui a perdu les élections d'ailleurs, avait demandé à ce que tous les musulmans se réunissent au sein d'une seule association. Bref. Parce qu'en fait, c'est quoi le but? C'est, je veux satisfaire toute la communauté pour qu'ils votent pour moi. Ben, on va pas se raconter d'histoire. On parlait pas d'un élu qui disait, je fais mon dernier mandat, je fais les choses bien, je m'en vais, je donne le relais. Je passe le relais. Et donc, quand j'étais en réunion, parce que je défendais les communautés musulmanes, une partie des communautés musulmanes de l'époque, je disais, mais pourquoi vous exigez des communautés musulmanes de votre ville qu'elles soient plus unies que d'autres communautés? On a le droit de créer des associations, d'avoir son lieu de culte en fonction d'affinités. C'est humain. Je veux dire, on peut rêver de la grande Oumma ou de la grande société unie, etc. Mais la divergence, c'est une chose qui est naturelle chez l'être humain. Il faut l'accepter. Et moi, je lui posais la question pourquoi. Je connaissais la réponse. Je savais très bien qu'il se dit comme ça, il pourrait se vanter auprès d'un maximum de musulmans de leur avoir donné un lieu de culte. Et donc, de récupérer leur voix.
Et pour la petite histoire, c'est les fidèles de cette mosquée qui l'ont raconté. Le dernier vendredi avant les élections municipales, le maire est venu pour faire un discours avant la prière du vendredi. Il est resté pendant le prêche de l'imam et il a même prié avec eux. Vraiment. Pour la petite histoire, il a perdu et certains ont dit c'est parce qu'il n'avait pas fait ses ablutions et donc ses invocations n'ont pas été acceptées. Ça, c'était pour la petite blague de l'époque. Mais je trouve ça hyper euh, chose non sérieuse à part, je trouve ça hyper dérangeant qu'un élu se dise ma ville vaut bien une mosquée, enfin vaut bien une prière. Comme certains ont dit Paris vaut bien une messe. Le principe de laïcité, bien compris, c'est justement le religieux s'occupe de sa religion, le politique s'occupe de la politique, et t'es pas obligé de faire semblant de prier, enfin de me prendre pour un imbécile, quoi. Je peux voter pour toi parce que je te trouve bien, que tu sois musulman ou pas d'ailleurs. C'est pas Mm. ça que je regarde. Ce que je regarde, c'est ta compréhension et le modèle de vie de société que tu veux nous proposer. Et quand on va sur des libertés fondamentales, on peut bien évidemment plaire à un certain nombre de personnes, mais on va fragiliser l'exercice d'une liberté fondamentale parce on va la faire rentrer dans un champ qui est clivant et qui ne devrait pas, selon moi, faire l'objet de discussion dès lors que c'est une liberté fondamentale. Ouais. Ouais. Ça va être clivant à la fois chez les musulmans, mais aussi entre non-musulmans et Ben bien sûr, mais musulmans et pas bien musulmans. Ouais. sûr, mais bien sûr, mais bien sûr, c'est bien sûr. En revanche, moi, j'ai pu discuter avec des personnes qui sont donc dans les pays anglo-saxons, par exemple, notamment en Angleterre ou autre. Ils me parlaient de démarches, oui, ça n'a rien à voir, bien sûr, mais ils me parlaient de démarches qu'ils avaient dans certains endroits, qui est comment dire, nous, en général, quand on demande quelque chose ou quand les maires viennent nous voir, en général, c'est toujours pour les mêmes choses, avoir une mosquée ou une école ou un truc, un terrain, toujours une sorte de terrain ou d'autorisation, Hein, etc. hein. Et en Angleterre, eux, ils vont essayer d'aller plus loin. Donc, ils vont pas dans toute l'Angleterre, hein, mais dans certains endroits, en Angleterre, où ils vont avoir une réflexion de qu'est-ce qu'on a besoin en tant que citoyen musulman, qu'est-ce qu'on va apporter à la société, quels sont nos besoins en tant que musulmans, mais beaucoup plus loin que, voilà, que la mosquée ou autre, que ce soit en termes d'éducation, ou voilà, je sais pas, ça peut être les repas, on peut avoir du végétarien ou du poisson à la cantine, ou j'en sais rien, moi, ou beaucoup plus de choses. Et ils vont faire levier avec leur pouvoir électoral, à la fois le pouvoir électoral, mais à la fois le pouvoir économique. Donc, ils vont rassembler un peu les forces économiques de leur localisation et l'utiliser pour des objectifs auxquels ils ont réfléchi. Qu'est-ce que tu penses de cette stratégie? Bon, il faut qu'on soit clair. On a le droit de s'organiser en communauté en France. Mhm. Si interdit par la loi, et on peut en discuter aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le séparatisme. C'est-à-dire que t'es tellement en communauté que tu te coupes complètement de la société et voire tu promeus des valeurs contraires à la société. Donc, on le sait, et je suis pas naïf pour autant. Seulement, j'estime que en France aujourd'hui, d'ici quelques années, on aura satisfait le besoin de mosquées. Encore une fois, les mosquées, c'est l'expression collective du culte, qui est une liberté fondamentale. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'il faut encore qu'on ait des problèmes de mosquées pour qu'on soit concentré que sur la construction des mosquées? Je veux dire, la mosquée, même si c'est un endroit important pour un musulman, comme n'importe quel lieu de culte, c'est un endroit de rassemblement. On se rassemble, il y a une vie commune. Hein, le mot mosquée, enfin, si on traduit par j'aime en arabe, c'est l'endroit où on se regroupe, qui a le même sens que le mot église et que le mot synagogue. Hein. Ça veut dire la même chose quand on prend le sens étymologique du terme. Donc, bien sûr que ce sont des lieux de pouvoir, dans le sens où s'exerce un certain nombre de prérogatives. Et donc, ça peut intéresser les élus. Mais moi, je ne suis pas que un musulman. Je suis aussi un citoyen. Je suis aussi quelqu'un qui est soucieux de mon environnement. Et alors, c'est peut-être facile à dire pour moi, parce que j'ai ma trajectoire personnelle, mais euh, j'ai pas besoin, enfin, en tout cas, que ce soit en termes de lieu de culte ou de construction personnelle dans mon rapport à la spiritualité, j'ai mes besoins ils sont déjà satisfaits. Oui. Et prenons par exemple l'exemple de l'environnement. Disons l'exemple de l'environnement. Ouais. Quand on parle de cause musulmane, on parle bien sûr de liberté de pratiquer, etc. Mais aussi
l'islam nous pousse à, si on prend l'environnement, à être respectueux de l'environnement, à protéger l'environnement, etc. Et plein d'autres choses. Ouais, Et les exemples sont là. même ces causes-là, elles peuvent être politisées dans le sens où, ben, si par exemple on a déjà nos mosquées, on a déjà certaines choses, on peut aussi avoir un impact global pour ces enjeux-là aussi. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, mais encore une fois, je veux dire, en fait, je comprends ce que tu veux dire. Mais on a le droit, comme on a le droit d'avoir différentes sensibilités en tant que croyant, on peut avoir différence de sensibilité quant à l'appréhension de l'urgence écologique, par exemple. Mhm. Ce qui veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand je vais parler de la question écologique, c'est une question qui ne touche pas que les musulmans. Si un musulman, de par sa pratique, sa connaissance de la religion, euh, a une sensibilité sur la question écologique, très bien. Mais quand il va plaider, j'ose le terme, pour la cause écologique, si c'est en cohérence avec ses convictions religieuses, tant mieux. Mais il n'est pas en train de prêcher pour sa religion. Il est en train de prêcher pour qu'on ait un air pur, qu'on ait une eau qui soit pas trop dégueulasse, etc., etc. Donc, et qui reste de l'eau aussi, parce que ça va être aussi un gros enjeu, et c'est déjà un gros enjeu. Donc, de l'eau potable. Donc, concrètement, euh, quand on va faire ça, bah, on va le faire parce qu'on sait que c'est le bien commun de toute l'humanité. Mhm. Et les musulmans en font partie, qu'on le veuille ou non. Donc, on n'a pas besoin, et ça, alors peut-être que parce que je suis en France et que je suis marqué par l'esprit français, la Mhm. laïcité, la séparation du culte, etc. Je sais Ouais. que dans d'autres pays, ils n'en ont rien à faire, ils assument complètement. On a une vision musulmane de l'écologie, on a une vision musulmane de tout. Les gens qui ont une vision musulmane de tout, parler d'islamiser la modernité, etc., etc. Mais en réalité, moi, enfin, en tout cas, dans la conception que j'ai de la religion, on peut tout à fait s'entendre avec des personnes qui n'ont pas du tout la même Bien religion sûr. que nous, mais qui, par d'autres chemins, vont dans la même direction. Oui, bien Mais sûr. moi, c'est ça qui m'intéresse. Oui. Non, non, mais c'est sûr. C'est sûr que le débat social et puis l'inclusion sociale est aussi super important. Mais j'ai quand même l'impression que ça, c'est dans la théorie. Et ça marche, hein, bien sûr. Il faut s'intégrer, il faut discuter, il y a des causes communes, etc. Mais dans la pratique, il y a quand même des causes chez les musulmans où t'as pas forcément besoin de beaucoup débattre. Par exemple, je sais pas moi, tu vis dans une ville où les manifestations contre Gaza sont interdites. Je sais pas, voilà. Il y a Alors, des débats comme ça qui sont faciles, enfin, qui sont fédérateurs d'une grosse population sans trop de débats. C'est ça que je veux dire. la question, pour parler clairement, parce que moi, j'étais l'avocat en 2014 du collectif d'associations qui appelait à manifester pour soutenir les Palestiniens, parce que c'était ouais, pendant l'été, c'était même pendant le Ramadan, hein, 2014. Il y avait eu des gros bombardements sur Gaza. En réalité, ce qui se passe aujourd'hui, selon moi, en France, autour de la liberté d'expression, et j'ai des dossiers en cours comme ça, qui sont liés à la mobilisation autour des Palestiniens, où on va euh, complètement dévoyer l'enjeu de la manifestation, c'est qu'il y a une forme de continuité de la guerre par d'autres moyens. Aujourd'hui, hein, comment je le vis en tant qu'avocat, c'est que toute personne qui va vouloir exprimer son soutien à Gaza ou aux Palestiniens, tout de suite, on va le mettre en miroir. Oui, mais les otages, comme si c'était incompatible, d'une Mhm. part. Et à partir du moment où vous êtes un peu activiste, bah, on le voit, hein, il y a des articles de presse qui sortent contre un certain nombre de personnes où on va chercher à les discréditer. Et je le sais, parce que j'étais appelé pour ce genre de dossier et que j'en gère un actuellement, où on va tout faire pour vous salir, parce que on a considéré que donc, vous étiez un danger pour la société et que comme en plus vous étiez une personne qui peut avoir un rôle important, ce rôle important-là, en fait, encore une fois, on revient à cette thématique du cheval de Troie, où vous seriez là pour en fait profiter de votre rôle en tant que médecin, par exemple, pour diffuser vos idées au sein de la société. Mais ça, c'est un fantasme. Et des fois, je me demande même si c'est pas ce qu'on appelle en psychologie une projection, c'est-à-dire d'attribuer à l'autre sa manière à soi de voir la société. Et sans fondement, etc. Parce que il y a des gens qui sont dans une forme de continuité. Et c'est pour ça que aujourd'hui, le climat actuel en France, il n'est pas top,
Et malheureusement, euh, le 7 octobre a catalysé un certain nombre de crispations identitaires, idéologiques, autour de ce qu'on doit comprendre comme étant le combat pour le respect de la dignité de l'être humain, quel qu'il soit. Parce que bah, on est dans une logique guerrière, d'affrontement, d'un camp contre un autre, et que la logique, moi j'ai eu l'occasion de me rendre 2 fois en Palestine et en Israël. La première fois que j'y étais, je me suis fait une promesse et je l'ai tenue, c'est vous n'aurez pas ma haine. Vous n'aurez pas ma haine. Pourquoi? Parce que j'ai vu des choses extrêmement graves qui étaient parfaitement choquantes. Et je me suis dit, et j'ai vécu le racisme. J'ai vu comment j'ai été accueilli et comment certains vivent. Moi, je me plains pas de la manière dont on est accueilli quand on arrive, qu'on a moins de 40 ans et qu'on a un nom arabe. Parce que je sais ce que d'autres vivent. Mais j'ai aussi vu des Israéliens sincères qui se battent pour la paix. Ils sont minoritaires. Et ce qui m'avait touché d'ailleurs à l'époque, c'est que ce qu'on appelait les colombes israéliennes ne parlaient pas au camp de la paix palestinien. Et on était à un tel différentiel que ceux qui étaient pour la paix, même ceux qui étaient pour la paix, ne se parlaient pas. Ne se parlaient pas. Donc, je me suis rendu là-bas 2 fois et j'ai vu le racisme. Je l'ai vu de mes yeux. J'ai vu des personnes qui se considéraient supérieures parce que elles avaient leur raison propre de se considérer comme supérieures, sûrement parce que elles avaient une supériorité, on va dire, technologique, parfois intellectuelle, etc., etc., et qui avaient considéré que d'autres personnes étaient nécessairement, par essence, une menace pour eux, et donc que pour mettre fin à cette menace, presque tout était permis. Et en même temps, il y a aussi des garde-fous, mais avec des grosses limites. Donc, je connais bien cette question-là et je vois aujourd'hui, quand je travaille sur ce genre de dossier, je me rends compte qu'il y a malheureusement une continuité de cet antagonisme-là où, parce que on est de la communauté juive, il faudrait qu'on soit systématiquement aligné sur la politique d'Israël, et parce qu'on est musulman, on serait systématiquement aligné sur une défense, quoi qu'il arrive, des Palestiniens. J'essaye, pour ma part, d'être toujours honnête intellectuellement. Et cette exigence d'honnêteté intellectuelle fait que je dénonce les choses d'où qu'elles viennent. D'où qu'elles viennent. Et c'est pour moi, cette exigence, elle est d'autant plus forte qu'elle m'assure une crédibilité quand je m'exprime. Je ne suis pas là pour défendre un camp parce que ce serait mon camp. Je suis là pour défendre des principes et pour dénoncer les atteintes à ces principes. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et ça veut dire que si, on va dire, il y a des gens dont je me sens proche qui font des erreurs, ma responsabilité, c'est de leur dire, ouais, vous êtes en train de vous tromper. Et s'ils abusent, ma responsabilité, c'est de leur dire et de le dénoncer. Parce que ce sont mes proches. Pas de courir ce qui se passe en disant, ouais, mais bon, c'est comme si c'était moi qui l'avais fait. Non, une injustice reste une injustice. Peu importe l'auteur de l'injustice. Et une victime reste une victime. Peu importe celui qui l'a agressé. Et c'est ça qu'il faut être capable de dire. Et c'est cette subtilité, ce discernement qu'on veut nous faire perdre, cet esprit critique dont je parlais tout à l'heure, cette adhésion critique dont je parlais tout à l'heure, qu'on veut nous faire perdre parce que faudrait qu'on soit des bons petits soldats et qu'on vienne répondre aux agendas des uns ou des autres. Non, j'ai encore le droit d'avoir mon mot à dire sur ce qui se passe, indépendamment de la couleur de celui qui pleure. Vous savez, moi, enfin, je le dis vous parce que je pense aussi aux auditeurs, mais la réalité, c'est qu'un cri ou des pleurs de souffrance, quel que soit le pays, quelle que soit la religion, c'est les mêmes. Je me suis rendu à Christchurch. J'ai rencontré les victimes des mosquées de Christchurch. Je suis resté une semaine là-bas, je n'oublierai jamais ce que j'ai vu et j'ai entendu là-bas. Je me suis rendu en Palestine, je n'oublierai jamais ce que j'ai vu et entendu là-bas. Euh, voilà, il y a plein d'exemples qu'on peut donner, mais en réalité, ce qui doit nous pousser, nous, à toujours aller de l'avant, c'est le respect de certains principes, parce que c'est ce qui va nous distinguer. C'est là qu'on va distinguer la civilisation de la barbarie, en fait. Oui. Moi, je roule pas pour un camp, je roule pour des idées, pour faire simple. Ouais. Est-ce que tu vois actuellement, je serais curieux de savoir si tu vois dans le camp pro-palestinien ou chez les Palestiniens, des principes sur lesquels tu serais pas d'accord. Ah, voilà.
Moi, j'ai de la famille palestinienne. Déjà, pour qu'on sache, donc j'ai des débats parfois, on se rencontre avec mes cousins. Et il y a différentes sensibilités dans la société palestinienne. J'ai eu l'occasion de me rendre à la Moukata. J'ai, j'ai, je me suis recueilli, comme on dit, devant la tombe de Yasser Arafat. Euh, Aujourd'hui, le débat qu'il y a, on va dire, chez les Palestiniens, c'est euh, est-ce que l'attaque du 7 octobre était une bonne idée ou pas? Il y a des gens qui vont dire, avec tout ce qu'on a subi, c'est une question de principe et d'honneur, il fallait marquer le coup. Et tu as d'autres personnes qui consistent à dire que dès lors qu'une personne n'est pas une menace pour toi, au moment où tu t'en prends à elle, tu n'as pas à t'en prendre à elle. Et j'estime que s'en prendre à des civils, et quand bien même on peut leur contester le droit d'être présent parce que c'est une colonie, etc., ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est légitime à faire cela. Pas parce que le coup derrière est très dur, et j'aurais même tendance à penser que ça a arrangé bien des gens ce qui s'est passé. On verra ce que l'avenir nous réserve en termes de révélation sur ce qui s'est réellement passé, dans la manière de gérer le 7 octobre, mais aussi la libération des otages. Il y a encore des voix critiques même du côté israélien, donc c'est intéressant de voir ce que ça peut donner en termes d'information. Mais bien évidemment que on a toujours voulu faire en sorte que, par exemple, le Hamas, pour ne pas le citer, soit un ennemi de l'OLP qui était, on va dire, plus bankable d'un point de vue communication. Et donc, on a divisé pour mieux régner et on a instrumentalisé ces personnes-là qui peuvent être parfaitement sincères par ailleurs. Mais la sincérité ne suffit pas. Donc, moi, je n'ai pas à me prononcer sur cette question-là. Moi, je suis en désaccord avec ce qui s'est passé, bien évidemment. J'ai aucun problème à le dire. Après, je n'oublie pas que tout n'a pas commencé le 7 octobre. Ça, c'est clair. Ce n'est pas une excuse de dire ça, mais c'est une lourde responsabilité qui a été prise. Et dans tous les cas, de toute façon, on le voit bien, il y a une forme de consensus mou autour des Palestiniens sur le fait que on les laisse plus ou moins à leur sort, en réalité. Il y a des années de ça, dans les années 70, quand les pays de l'OPEP disaient, bah, écoutez, si on règle pas ça, on coupe les vannes du pétrole. Alors, on était capable d'avoir un impact géostratégique. Il est où cet impact géostratégique aujourd'hui? Il est où? Il n'existe pas. Donc, en réalité, bon, c'est une question qui est extrêmement complexe, hein. Mais oui, oui, je pense qu'il y a des choses qui doivent. Alors, on est encore en plein dans le feu de l'action. Tout le monde n'a pas l'émotion, le recul nécessaire pour avoir de l'esprit critique par rapport à ça, parce que il y a des massacres. Je n'ai pas peur de le dire. Il y a des massacres aujourd'hui, c'est acté. Voilà, enfin, il y a des mandats d'arrêt de la CPI, etc. Et donc, il y a pas de débat là-dessus. Mais et il y a un coloniseur et un colonisé. Ça ne change pas. Mais si la question c'est est-ce que le fait d'être victime nous donne tous les droits, il y en a qui vont dire oui, c'est la fameuse phrase, c'est le colonisateur, c'est l'agresseur par l'usage des armes, qui impose à l'agressé l'usage de ses propres armes. Je suis pas dans leur situation, mais de là où je suis, je ne pense pas qu'être victime donne tous les droits. Ouais, ouais. Euh, Si on revient sur ta spécialité, qui est faire Oui, de la presse, oui. justement, dans ces cas de figure-là où il y a une telle pression sociale, tu disais que tu avais des cas qui étaient liés à ça, justement. Euh, on peut se dire que si on n'était pas dans ces situations-là, ce genre de cas serait assez facile, peut-être beaucoup plus facilement gérable. Mais là, avec la pression sociale qu'il peut avoir, est-ce que gérer ça, ça devient beaucoup plus compliqué alors que la loi n'a pas changé en soi? Bon, on est dans des questions de société. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qui m'intéresse dans cette matière, c'est qu'on est au cœur des sujets d'actualité. Les sujets d'actualité, c'est le fruit de situations du moment, d'intérêts du moment, d'agenda, etc. Et moi, quand j'ai commencé ce beau métier d'avocat, une des personnes qui m'a aidé quand je me suis installé m'a dit, Hostie, tu as le droit, en tant qu'avocat, de dire tout ce que tu veux, à une seule condition. Tu dois rester crédible. Donc, en réalité, moi, que des gens soient passionnés, qu'ils soient pris dans leur chair, dans leur tripes, et que ça influe leur manière de voir les choses, je l'entends, je reste un être humain.
Mon travail en tant qu'avocat, surtout quand je travaille sur les questions de droit de la presse, euh, c'est de dire est-ce que les accusations qui sont faites sont légitimes ou pas? Est-ce que ces accusations, elles portent atteinte à l'honneur et à la considération? Est-ce que, en matière de diffamation, par exemple, elles peuvent faire l'objet d'un débat, pardon, sur la preuve contraire? Et c'est ça qui m'intéresse. Moi, je fais que de la technique juridique, mais je suis pas naïf pour autant. Quand je défends Rokhaya Diallo contre Pascal Bruckner, qui dit qu'elle a armé les terroristes de Charlie, parce qu'elle aurait signé un article quelques mois avant, qu'elle ne s'était pas montrée suffisamment peut-être solidaire à ce moment-là, parce qu'il y avait une tentative d'incendie parfaitement condamnable, hein, des locaux de Charlie Hebdo à l'époque. Je sais très bien que, même si je ne crois pas du tout dans ce que dit Pascal Bruckner, je sais très bien que dans l'esprit des juges, euh, c'est Charlie Hebdo, c'est beaucoup d'émotions. Et donc, finalement, c'est comme si on allait les tuer une deuxième fois pour extrapoler si on ne donnait pas raison à Pascal Bruckner qui dénonçait quelqu'un qui était contre Charlie Hebdo. Ouais. Et moi, où je trouve ça violent, c'est que ça nous dénie à nous le droit d'avoir de l'émotion par rapport à quelque chose qu'on n'accepte pas. C'est de tout de suite cliver et, encore une fois, de ne pas être dans la nuance en disant, bah, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Non, tu peux ne pas être d'accord avec ce que tu fais. Tu peux utiliser ton droit à la liberté d'expression. Ça ne veut pas dire pour autant que je suis d'accord avec le fait qu'on vient de te tuer dans ton lieu de travail. C'est deux choses différentes. Or, des fois, on est dans des périodes où il y a des émotions qui sont tellement fortes, tellement puissantes, qu'il y a des enjeux de société. Et donc, bah, ça devient presque une question de principe pour certains de dire non, mais moi, je serai toujours avec eux, quoi qu'il arrive. Et c'est là où moi, j'essaye modestement de me distinguer dans mon approche. C'est-à-dire que moi, dans mon approche, j'essaye toujours d'être du côté des principes, quelles que soient les personnes qui sont en cause, qu'elles soient considérées comme de mon camp, entre guillemets, il faut pas définir ce qu'est mon camp, ou du camp adverse. C'est pas ça que je regarde. Et si je devais choisir un camp, vu que je suis français, et que j'aime bien le définir en tant que citoyen, c'est celui de quelque chose qu'on a complètement oublié, mais qui pourtant est marqué sur tous les frontons de nos mairies, c'est liberté, égalité, fraternité. Et cette fraternité, malheureusement, on la sent pas trop. Et je pense que c'est face à des personnes qui sont dans le clash, systématiquement, il faut essayer de faire vivre cette fraternité. Et pour faire vivre cette fraternité, il faut avoir une conscience des enjeux et rester focus sur les objectifs. La conscience des enjeux, c'est je comprends ce qui est en train de se jouer et quels sont les intérêts antagonistes qui sont en train de se mettre en œuvre, qui peuvent arriver à aboutir à des dérives dans une société qui est en train de se reconstruire avec l'arrivée d'une forte population musulmane, tout ce qu'on veut, etc. Et les objectifs, c'est veiller à la fraternité. La fraternité, c'est un concept qui est aussi universel et qui peut aussi s'appliquer à moi comme à d'autres personnes, qu'elles soient croyantes, pas croyantes, peu m'importe, musulmanes, pas musulmanes, peu m'importe. Et c'est sur cette notion-là qu'on doit travailler. Selon toi, quand justement on est dans des moments de tension comme ceci, en Palestine, ça peut être une fermeture de mosquée, un imam expulsé, enfin des situations qui mènent des tensions et des émotions fortes, une violence chez une femme qui porte le voile, n'importe quoi. Quelle est la bonne approche à avoir justement pour à la fois être efficace, défendre les principes en étant efficace, mais comme tu dis, c'est difficile quand les émotions sont là. Bah, on est des êtres humains, on n'est pas des intelligences artificielles. Hein. On ne suffit pas de dire l'article dit ça, donc voilà, la jurisprudence évolue, elle évolue aussi. Ben voilà, il faut juste rappeler ce que c'est une règle de droit. La règle de droit, c'est la transcription en des termes techniques, la technique juridique, d'un certain nombre de principes et valeurs qui évoluent en fonction du temps, des enjeux, de l'évolution d'une société. Donc, quand on est avocat, les seuls outils qu'on a dans un état de droit, ça reste le droit. Donc, il faut faire dire au droit ce qu'on comprend quand on défend quelqu'un, en quoi ça relève des intérêts de la personne qu'on défend. Mais au-delà de ça, il y a des vraies questions de société. J'en parlais avec une association que je défends. Ils disent, mais nous, on ne comprend pas pourquoi quand un imam dit quelque chose, c'est tout le monde qui est puni finalement.
Pourquoi on ferme la mosquée pour tout le monde? C'est une punition collective. Je dis oui, c'est vrai, vous avez raison. Donc, il faut faire la part des choses. Et surtout, en fait, là où c'est problématique, c'est quand il y a pas, quand le couperet tombe d'un seul coup. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les renseignements Donc, territoriaux qui vous disent, ah, attendez, on a un petit problème, vous êtes sûr de votre imam, etc. Et que la mosquée dit oui, oui. En fait, le gars, c'est un bras en guerre. Par exemple, hein, je prends un exemple caricatural peut-être, mais l'idée, c'est de dire, voilà, c'est quelqu'un qui ne prône pas la paix et la pacification des rapports sociaux. Donc, on peut avoir ces idées-là, mais aujourd'hui, quand on regarde concrètement, l'appréciation qu'on en fait, elle peut être plus ou moins extensive. Donc, il y a des vrais débats autour de ça. C'est en ça que j'estime que quand on est citoyen, on doit s'intéresser à toutes ces problématiques-là. Et quand on est citoyen de confession musulmane, quand on est concerné par ce genre d'action, parce que une amie qui porte le hijab s'est fait agresser, ou un ami s'est fait recaler parce qu'il a un nom à consonance maghrébine, ou parce qu'il est noir, ou ce que vous voulez. L'outil, ça reste le droit. Et en France, bah, il faut savoir l'utiliser à bon escient. Et il faut être subtil. Il faut être subtil. Et il y a des gens qui le font très très bien, qui ne sont pas nécessairement musulmans. J'en profite d'ailleurs pour rendre hommage à un confrère brillantissime qui nous a quittés il y a quelques jours, c'est Gilles Devers, qui est un des confrères que j'ai eu l'occasion de croiser dans un dossier contre Éric Zemmour, qui est décédé il y a quelques jours et qui avait déposé à plainte contre Netanyahou, notamment, qui a abouti aujourd'hui à ce qu'un mandat d'arrêt soit émis contre lui. Il y a des gens qui se battent et qui font en sorte que les choses avancent euh, et qui ne sont pas hors la loi, au contraire. Ils sont là pour revivifier les principes juridiques. Et dans une société, il faut aussi accepter que on n'a pas toujours la même compréhension d'un certain nombre de principes. Et ça doit se régler par le débat, pas forcément par l'échéance électorale qui, pour moi, ne fait qu'aggraver, on va dire, les crispations. Et il faut prendre le temps et soutenir toutes les initiatives qui permettent aux gens de pouvoir se parler de façon pacifiée et finalement d'apprendre à se connaître et à vivre ensemble. ouais. Il y a souvent enfin, on voit souvent, bien sûr, comme le CCIE qui souvent soutiennent les personnes qui subissent des choses, voilà, des actes islamophobes. Il y a d'autres organisations aussi, des avocats comme toi, etc. Est-ce que c'est toujours, est-ce qu'il faut avoir l'approche où, quoi qu'il arrive, on porte plainte, l'approche qui dissuade? Est-ce que ça a vraiment un impact d'être, on va dire, de faire preuve d'aucun répit à n'importe qui porte atteinte à nos droits? Ou est-ce que ça vaut pas forcément le coup? Il faut défendre, faut choisir un peu ses combats de ton point de vue. En fait, le fait de déposer plainte, ça veut dire, pour celui qui dépose plainte, ça veut dire déjà, je n'accepte pas ce que vous m'avez fait ou ce que vous avez dit, ou etc. Après, c'est la justice qui tranche, hein. C'est pas, voilà. Mais c'est aussi une manière de dire, je ne suis pas une proie facile. C'est-à-dire, si vous vous en prenez à moi, ne vous attendez pas à ce que je ne réagisse pas. Ça, c'est la première des choses. Après, est-ce que il faut systématiquement déposer plainte? Non. En réalité, quand on dépose plainte, c'est déjà trop tard. En réalité, du point de vue, par exemple, de l'infraction. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais des fois, la médiation peut être une solution. La prévention peut être une solution. C'est pour ça que je dis que quand on dépose plainte, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre qu'il se passe quelque chose de négatif pour agir. Et on peut aussi tirer profit de l'expérience que l'on a par rapport à certains cas pour faire de la prévention. Et encore une fois, instaurer le dialogue. Ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord, on a le droit de ne pas être d'accord dans ce pays, heureusement. En revanche, au moins, on a pacifié les rapports sociaux et on sait qu'on a des interlocuteurs de bonne foi. Pour partir du principe que les gens sont de bonne foi, des fois ils ne le sont pas, attention, hein, pas naïf. Mais il faut instaurer cette mécanique-là. Et c'est comme ça qu'on sort, finalement, qu'on pourrait, j'espère en tout cas, sortir de cette logique qui consiste à dire que nous sommes condamnés à l'échec social dès lors qu'on communique entre différentes communautés, quelles qu'elles soient. Si on prend l'exemple classique, je sais pas, tu as beaucoup plus de visuels que moi, disons, je sais pas moi, une femme qui se fait agresser dans la rue, ou qui se fait agresser, je sais pas, dans une banque. On lui parle, on lui donne des propos, on l'insulte, je sais pas, on lui donne des propos islamophobes. Euh, Elle a plusieurs choix la personne, parmi ceux que tu as évoqués. Comment est-ce que tu approcherais les choses?
En cas d'agression, il n'y a pas photo, hein. Je veux dire, on dépose plainte, hein. En plus, si c'est dans une Ouais. banque, là, oui, mais ouais, en plus, si c'est dans une banque avec un peu de chance, il y a des caméras. Avec un peu de chance, il y a des témoins. Donc ça, on va dire, c'est un cas super facile. On pourrait prendre d'autres cas, par exemple les violences intrafamiliales, beaucoup plus compliquées. Comment vous faites pour aider une jeune femme, et ça existe, qui dont les parents disent qu'elle sort trop, voire qu'elle sort avec des garçons, voire qu'elle s'habille pas correctement. Comment vous réglez ça? Si la famille n'arrive pas à régler ça par le dialogue, et il y a des gens qui sont pas configurés pour dialoguer, même au sein de leur propre famille, et qui vont régler ça par la violence. Quand bien même, indépendamment, je dirais, des choix vestimentaires qui sont faits par la fille ou la femme, quand elle est majeure, et ça arrive au cas, des jeunes majeurs qui vivent chez leurs parents, qui sont agressés par leur frère ou par leur père, c'est des cas que j'ai vus, hein. Bien sûr, je vais déposer plainte. Bien sûr, parce que c'est déjà trop tard. Là, on n'a plus d'autre choix. Soit on arrive à régler ça d'un point de vue familial, c'est bien, mais quand, en fait, c'est systématique et que la violence euh, atteint un certain niveau, moi, je dis qu'il faut déposer plainte. Et pareil pour une femme musulmane qui se fait agresser. Il y a des sujets qui sont tabous, hein. Moi, j'en parlais avec des personnes que je citerai pas, mais aujourd'hui, vous avez pas mal de jeunes femmes musulmanes qui sont pas forcément pratiquantes ou qui peuvent être pratiquantes et qui ont envie de vivre avec un homme musulman, par exemple. Ça, c'est des sources de tension, ça, des familles musulmanes. Et ça se règle pas nécessairement par le dialogue. Comment on fait? On leur dit, ah ouais, mais comme eux, ils défendent une conception traditionnelle du mariage où la femme musulmane, elle n'a pas le droit de se marier avec un homme musulman, bah, ils ont le droit de régler ça à leur façon. Non, bien sûr que non, parce qu'il y a des règles. J'ai jamais vu que, en tapant quelqu'un qu'on l'aider à s'épanouir, hein. Donc, je prends volontairement l'exemple contraire parce que je l'ai eu récemment. Et ouais, bah non, je suis désolé, j'accepte pas. Et je comprends tout à fait que une femme dépose plainte, des fois même malheureusement contre des gens de sa propre famille, ce qui est très violent pour elle déjà, hein. C'est pas, il faut de la force hein, pour se retourner contre son environnement familial, mais c'est aussi parce que il y a une véritable rupture et que la violence n'est pas la solution. Heureusement, il faut le rappeler systématiquement. Donc l'idée pour moi, c'est pas de dire que c'est tout le temps comme ça, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de cas différents. Je veux pas, en disant ça, je vois très bien des gens qui vont dire, ah, vous voyez, l'avocat, il reconnaît. Oui, bien sûr, mais parce que c'est une réalité. Et encore une fois, ne pas le dire et ne pas le dénoncer, c'est laisser le champ libre à ceux qui vont le dénoncer, mais avec d'autres finalités Oui. que la concorde et le respect mutuel. Il y en a qui vont se servir de ça pour dire, parce que ces gens-là, ils sont tous pareils. Non, on n'est pas tous pareils de un. On n'accepte pas pour autant. Et il faut réinstaurer du dialogue. Et si on ne veut pas, bah, il y a d'autres moyens de régler ça. Ouais. Barakallahu Hasni, je te remercie. On va terminer par quelques petites questions de la fin, rapides. Quelle est la compétence qui t'est la plus utile dans ton quotidien? L'empathie. Ça revient souvent, ça. Je pense une fois sur trois, ça revient. Ah, ben, je savais pas. Mais c'est vrai, c'est l'empathie, ouais. Ok. Et on comprend pourquoi. Qu'est-ce que tu préfères dans ton travail? L'aider. Plaider, être devant le juge et défendre, Et chercher à convaincre, ouais. chercher à convaincre. Excellent. Est-ce que tu as des routines? Je sais que ton emploi du temps est hyper chargé. Je sais pas si tu as le temps d'avoir des routines, mais est-ce que tu as des routines régulières qui t'aident à garder l'énergie ou progresser? Bah, quand j'ai pas de problème au genou comme en ce moment, oui, c'est le sport. Ouais. C'est le sport, ouais, c'est le vélo. Beaucoup de vélo. Et là, je vais pouvoir reprendre bientôt. Ouais, ouais, c'est le vélo. Et ce que j'aime bien, c'est les repas en famille. Bien par famille, ça te fait du bien. Ouais, je me reconnecte à l'essentiel. Est-ce que tu as une recommandation donc tu as ton documentaire que je mettrai en description. Est-ce qu'il est visionnable en ligne? Pas encore. Je fais que de la projection débat. La prochaine, si ça se passe bien, Inch'Allah, c'est à Dakar. Waouh, excellent, excellent. Et est-ce que c'est possible de suivre ton contenu quelque part pour savoir, voilà, une fois que ce sera Bon, sur publié? Instagram, moi, je suis pas très réseaux sociaux. Je dirais beaucoup de gens qui sont sur les réseaux sociaux, mais moi, je suis pas beaucoup. Mais sur Insta, en général, je mets pas mal de choses. Il y a le trailer. On a fait des projections au Grand Rex, à la Maison des Avocats. J'en ai filmé à Auckland. J'en ai filmé en distanciel à Abidjan.
J'en ai fait 2 en Tunisie et j'en ai d'autres à venir, Inch'Allah. Est-ce que tu as une recommandation de livre qui t'a particulièrement marqué? De livre qui m'a particulièrement marqué. De livre qui m'a particulièrement marqué. Il y en a plein des livres qui m'ont particulièrement marqué, mais s'il y en a un qui devait sans doute sortir du lot. Alors, il y en a un, c'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps, qui m'a beaucoup marqué, c'est L'Enfant Noir de Kamar Lai, qui raconte finalement le passage le rite du passage à l'âge adulte dans les communautés subsahariennes. Il n'y a pas de crise d'adolescence chez eux et en fait, on comprend pourquoi. Parce que en fait, l'adolescence, c'est le long passage entre l'enfance et l'âge adulte. Et dans les sociétés subsahariennes, il y a des rites de passage, et notamment la circoncision qui intervient à l'adolescence, ça peut être un peu violent. Et du coup, bah, les jeunes garçons comprennent qu'ils sont devenus des hommes parce qu'ils ont été circoncis. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. Et enfin, donc, la dernière question, c'était comment te suivre et te contacter, notamment si un auditeur maîtrise qui a une question à te poser ou soit de suivre ton travail. Donc, tu as ton compte Instagram, ton compte LinkedIn, j'imagine. Ouais, Euh, Insta, LinkedIn, Facebook. Et puis sinon, bah, il y a le numéro de téléphone du cabinet ou le mail. Tout est sur mon site sur le site internet. www.avocat-mahati.com. Très bien. Sur Mati, je le connais déjà d'ailleurs. .com, je mettrai tout ça en description, Inch'Allah. Bah, écoute, Rasni, c'était un plaisir de discuter avec toi. On a pas mal échangé sur les sujets qui me tiennent à cœur. Et c'était un plaisir d'avoir ton point de vue. Merci à toi. Et je suis personnellement reconnaissant pour ce que tu fais. Je pense que tu fais un travail hyper important, hyper courageux, qui demande beaucoup d'engagement. Et je demande à Dieu qui bénisse ton travail et tes initiatives. Amine, Et j'espère te voir à l'occasion en région parisienne. avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Avec un grand, grand plaisir. Vraiment. Ou bien moi, on l'Arabie. Ouais, si tu viens à Riyad, n'hésite surtout pas. J'hésiterai pas à te faire savoir. Ce soir. Bonne journée, salam alaikum. Comme ça. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec 3 personnes de ton entourage, à nous laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'il bénisse cette initiative. À bientôt.